Les enjeux techniques du marché chaque début de semaine, c'est le plan de trading de Smart Bourse avec les équipes d'IG et Alexandre Baradès qui nous accompagne en plateau, chef analyste chez IG. Bonjour Alexandre. Bonjour Grégoire. Ravi de vous retrouver après une séquence Banque Centrale qui aura marqué quand même ces 10 derniers jours sur les marchés, avec un retour de volatilité qu'on a pu observer sur différentes classes d'actifs. Il y a peut-être un lien d'ailleurs entre le déluge de communication Banque Centrale et ce retour de volatilité qu'on a pu observer jusqu'à ce début de semaine en l'occurrence. Oui. Il y a un lien, mais qui est quand même plus attribuable à la Fed finalement, qui a eu ce message pause sur les taux, mais un message quand même très faucon, accompagnant et sans surprise, parce qu'on ne fait pas une pause et on n'accompagne pas ça d'un message accommodant si on veut que les conditions financières restent là où elles sont. Donc c'est assez prévisible, mais en revanche, c'est quand même une mouture de Banque centrale qui est quand même assez disparate, avec les pauses Banque d'Angleterre et Banque centrale suisse, alors qu'on attendait une hausse de taux. Ça, c'est quand même des signaux assez forts, semble-t-il. Pour deux raisons probablement différentes, devise d'un côté, économie de l'autre, on va en reparler après. La BCE qui, elle, fait sa pause, donc qui augmente les taux, mais un peu dovish. Oui. On sent quand même que la question du plafond sur les taux est pleinement d'actualité. Et c'est vrai que la volatilité est quand même revenue plutôt via la Fed, avec donc, ce message toujours assez faucon, ces anticipations de baisse de taux pour l'année prochaine qui ont été dégradées, même si probablement qu'elles seront révisées au mois de décembre, ce qui est un peu la logique. Mais pour autant, je pense quand même qu'on est dans une séquence où je ne pense pas que la volatilité reparte, par exemple, sur le sommet de l'année dernière. On était remonté il y avait l'épicentre, le Covid, c'était à 82 vols. L'année dernière, c'est toute la phase qui a commencé assez brutalement de normalisation monétaire post-Covid, plus guerre en Ukraine, plus confinement en Chine, on monte à 40 de volatilité à peu près. Là, on a 18. Et je pense que dans le séquençage de ces vagues de volatilité, on devrait être dans la dernière vague, comme de l'écume, en fait, qui reste dans une phase de normalisation. Moi, je pense que les banquiers centraux, justement, sont en train d'arriver dans la phase où, désormais, l'équilibre va être de plus en plus dur à trouver, ou en tout cas, va être de plus en plus mis en avant entre le risque d'en faire trop par rapport au risque de ne pas en faire assez. Et ça, on voit que c'est beaucoup plus équilibré. Et désormais, notamment du côté de la Banque d'Angleterre, c'est le risque d'en faire trop qui est ressorti. Idem pour la Banque centrale suisse. Et peut-être un peu pour la Banque centrale européenne. Et ça, je trouve ça plutôt pas mal, parce que oui, les stats macro sont pas bonnes, ou moyennes en tout cas, oui, les indicateurs avancés avec les PMI sont pas bons, et justement, on commence à avoir des comportements de banque centrale qui semblent s'adapter, ou en tout cas qui semblent remarquer, nous faire comprendre qu'elles notent que la composante macro est un peu plus faible. On verra si c'est la bonne stratégie. Enfin, il faut toujours attendre un peu avant de valider effectivement le succès ou l'échec d'une banque centrale. On se gardera de juger trop hâtivement ces décisions. Néanmoins, intéressant effectivement le cas de la Banque d'Angleterre, Alexandre. Comment est-ce que le marché, comment est-ce que les indices et les actions, les actifs britanniques, comment est-ce qu'ils ont réagi à l'idée que la Banque d'Angleterre arrivait, elle aussi, peut-être au pic de ses taux directeurs? Le mix est plutôt pas mal, parce que la livre part toujours à la baisse. Ouais. Ça, c'est quand même plus attribuable, selon moi, au côté un peu rebond, suraccélération des taux US post-Fed. Donc, c'est moins lié à une faiblesse intrinsèque de la livre, où autant l'année dernière, là, effectivement, ça a récapitulé avec le problème des fonds de pension ou autre. Là, c'est le dollar qui est fort, vous dites. Voilà, là, on le voit, c'est le dollar par rapport à l'euro, par rapport à la livre, par rapport au yen ou autre. Donc, je trouve que pour le marché, c'était plutôt perçu comme neutre, légèrement positif. Un petit coup de pouce de la faiblesse de la livre qui fait que le FTSE qu'on a à l'écran se maintient pas trop mal. Mais au-delà de ça, on voit quand même la séquence technique sur le FTSE vraiment intéressante. On s'appuie depuis plusieurs mois, depuis quasiment tous les creux depuis le début de l'année, s'appuie sur la même zone technique. C'est une ancienne oblique qui passe par de vieux sommets. Et ce qu'on a juste au-dessus, le trait rouge, c'est... On a le record historique là en 2023, mais très très léger. Mais globalement, on voit que c'est bien aligné. Les sommets en gros de 2018 sont alignés avec ceux de 2023. Et on est dans cette zone technique dans laquelle on évolue. Et je pense qu'on a de bonnes chances d'y rester. C'est-à-dire, je pense que le FTSE, c'est peut-être un des premiers indices qui peut, de manière un peu surprenante, parce que l'inflation britannique est supérieure à ce qu'elle est en zone euro et largement plus qu'aux États-Unis. Elle est peut-être beaucoup plus ancrée dans le système aussi qu'ailleurs. Exactement. Et on voit quoi? On voit qu'un indice comme le FTSE, alors qui est un indice mondial aussi, des boîtes exportatrices, etc. Mais la séquence technique montre de la vraie résilience. Et quand on regarde, vous voyez, l'épicentre, donc le Covid, on voit bien le trou. Regardez la séquence 2022, c'est beaucoup plus résilient que la séquence américaine ou européenne, par exemple. C'est dû en grande partie à la grosse faiblesse de la livre l'année dernière. Mais globalement, le séquençage donne des creux de plus en plus hauts, en fait. Et on voit que dernièrement, toutes les problématiques d'inflation massive et plus récemment, cette contraction assez marquée de l'économie britannique, eh bien, ça continue de tenir bon. Et je ne vois pas, ou alors il faudrait vraiment des scénarios, un pétrole qui accélère à 120, 130, des choses comme ça qui heurtent plus fortement le marché. Mais si on arrive à caler sous les $100 pour le baril, que l'inflation britannique continue, et une belle marge d'escalier qui a été franchie là, entre juillet et aout, moi je vois plutôt l'hypothèse d'une phase consolidante qui se poursuivait dans la zone, et dès qu'on commence à taper un peu la zone rouge vers la résistance, surtout si ça arrive après, je sais pas, par un bon chiffre d'inflation ou un speech
hors réunion de politique monétaire dans Banque centrale, Banque d'Angleterre, qui nous donne un avis assez positif. Moi, je pense que c'est plutôt un indice à regarder en mode bullish, pas tout de suite, mais consolidation et bullish. Et tout ce qui serait incursion en dessous, c'est un peu comme pour le CAC ou le DAX, serait plutôt des hypothèses un peu pas de bear trap, mais on peut y aller, s'il y a une petite panique, mais je ne vois pas le mouvement se déclencher en étant en bear market qui démarre. Et plutôt une incursion temporaire et hop, on repart vite dans le range. Donc c'est plutôt une zone intéressante et un indice qui est bien résilient par rapport au reste. On n'est pas à l'abri d'un moment un peu d'émotion sur le marché, pour reprendre un peu de terminologie de finance comportementale, mais vous dites attention, parce que ça peut être aussi un faux signal, voire un point d'entrée pour beaucoup d'investisseurs. Oui, et on pourrait même avoir un combo, c'est-à-dire une livre qui reprendrait aussi sur des signaux un peu moins mauvais et un indice. Et moi, j'attends un peu la même chose pour les indices européens, sans rentrer dans le détail, mais je pense qu'on aura une séquence où à un moment donné, les indices européens viendront taper le haut du range, pas tout de suite, le haut de la zone de consolidation, et ça se fera probablement avec un euro qui remontera parce qu'on pourrait voir là, par exemple, une amélioration de la Chine ou des indices d'activité qui s'améliorent en zone euro, en Allemagne notamment. Et je pense que le prochain mouvement de hausse de ces indices européens pourrait se faire probablement avec un rebond de la devise concerné également. Ce qui est intéressant, c'est que le FTSE est réputé comme étant très matière première, très banque. C'est un indice qui est quand même très pondéré avec ces secteurs d'e-value dans le monde des marchés actions. Alors l'autre actif que vous vouliez nous montrer, Alexandre, toujours en lien d'ailleurs avec les décisions de Banque centrale la semaine dernière, ça a été une des surprises, effectivement, de voir la Banque nationale suisse, dont on attendait qu'elle monte ses taux encore de 25 points de base, je crois, qui a décidé de ne rien faire sur ce meeting. Et sachant que ces taux étaient déjà pas très élevés, c'était 1,75, alors en ligne avec l'inflation aussi. Partait de moins 0,75. Voilà. Ils étaient allés jusqu'à moins 0,75. C'est vrai que ça a surpris, parce que le consensus était vraiment à 0,25. Beaucoup pensaient que ça allait être fait. Ça n'a pas été le cas. Et au moment où ça a été décidé... Elle mime souvent la BCE quand même. Enfin, voilà, on est des zones économiques quand même assez proches, pour le coup. Oui. Très proches géographiquement. Et c'est vrai qu'il y a un mimétisme souvent de la BNS par rapport à la BCE. Ça, et puis avec une problématique de devise qui est quand même beaucoup plus ancrée par contre qu'au niveau européen. C'est vrai que l'économie suisse, dans ce qu'elle est, forte comme elle est, le problème de la devise forte pour les exportateurs, aussi bien de produits de luxe finalement, qui ont quand même ce pricing power, mais malgré tout, ces derniers temps, la dernière hausse du franc suisse a fait quand même un petit peu mal, surtout dans un contexte où le luxe a quand même ralenti aussi. Et donc voilà, on a senti, là, un peu comme pour la Banque d'Angleterre, probablement volonté de marquer un peu le coup psychologiquement par rapport au marché d'échange. Ça évite, quand on fait ça évite d'avoir sortir l'arme de l'intervention sur le spot, donc c'est toujours mieux. Ouais. C'est un risque par rapport à l'inflation, on est tous d'accord que si c'est une pause qui n'est pas justifiée, il faudra relever le taux derrière, et ça pourrait déplaire au marché. Mais, comme vous dites, elle voit un petit peu le contexte aussi européen, elle voit les niveaux d'inflation cœur qui s'améliorent quand même un peu partout. Donc elle a senti que le moment était venu, et je pense qu'il y a quand même un début de quelque chose, parce que déjà techniquement, on voit, le marché d'échange reste toujours très technique quand même. Les algos sont très focalisés sur les moyennes de prix, les niveaux techniques ou autres. Donc là, il y a une belle oblique qu'on est en train de chatouiller où on se parle. Je ne vois pas comment, à ce stade, le franc suisse pourra trouver des couleurs. Hormis de très mauvaises nouvelles sur l'Europe qui feraient plonger l'euro, à ce moment-là, ce serait plutôt une faiblesse de l'euro que du franc suisse. Mais après le message envoyé, maintenant, il y aura une séquence de patience en fait, jusqu'au prochain meeting. Et donc, ça, c'est un espace-temps qui peut être occupé par les marchés pour justement revenir plutôt vers la parité. Voilà, je ne vois pas une perte de devise s'affaisser, plutôt un retour plus ou moins rapide vers la parité, donc plutôt long euro-franc suisse dans les semaines et les mois qui viennent. Sur l'euro-dollar, au passage, alors, on défend une zone importante, là, autour de 1,0640, c'est ça, Alexandre, et ça fait plusieurs jours qu'on est sur cette zone. Pour l'instant, il n'y a pas eu de grosse accélération baissière en dessous de ces niveaux, qui sont cassés, mais qui n'ont pas donné lieu à une accélération encore à la baisse de l'euro contre dollar. Oui, parce qu'on a quand même aussi une séquence qui arrive de 1,13 quasiment. Donc c'est vrai qu'on a déjà perdu pas mal de terrain. Et toute la phase de redressement des taux américains, quand on est revenu au-delà des 5% pour les taux 2 ans par exemple, c'est là que le dollar a trouvé des couleurs. Maintenant, le message hawkish de la Fed est bien passé, ce qui maintient le dollar haut, mais on sent quand même que la moindre stat américaine, alors pas n'importe laquelle, mais un ISM service moins bon par exemple, des chiffres de l'emploi qui s'étendraient plus fortement, etc. On sent que les catalyseurs à la baisse du dollar vont arriver probablement par des stats américaines un peu moins bonnes. Les commandes de biens durables, peut-être là, c'est demain, je crois. Voilà, tout stats qui montrent que la consommation est un poil moins forte, que l'emploi se détend un peu plus, et des chiffres d'inflation éventuellement, ou un pétrole qui retomberait de 5-6 $, vous auriez, je pense, un effet sur le... Donc moi, j'attends plutôt le moment où on cherchera le bon point d'entrée pour le rebond. 1,06, on ne sait jamais, ça peut capituler. Mais je ne crois pas trop, par contre, à un truc tendanciel long dollar, mais quand même dans l'attente d'un signal technique pour repasser long euro-dollar. Et pour ça, il faut au moins du 1,08, 1,09 sur une stat, par exemple, un bon PMI chinois, un bon PMI européen. Pour repasser haussier, quoi. Se replacer haussier en jouant le range à nouveau 1,12, 1,06. Bon.
Voilà, alors l'IFO allemand ce matin est pas si mauvais que ça. Il est un peu moins mauvais déjà que ce que montrent les PMU, les mêmes enquêtes réalisées par d'autres instituts. L'IFO étant réalisé par l'institut allemand IFO. Et comme la Chine aussi, on voit que les PMU manufacturiers en Chine sont toujours contractés, mais depuis 2 mois, ils se contractent un tout petit peu moins. Alors est-ce qu'on commence à trouver début d'un bottom? Voilà, début d'un bottom. Allemagne et Chine, ce serait pas mal de le faire en même temps. Bon, et puis vous vouliez finir avec Apple. Toujours intéressant évidemment de parler d'Apple et de regarder Apple. Qu'est-ce que ça nous dit de la santé du marché américain, puisque c'est quand même un poids lourd suffisamment important qui représente une partie en tout cas importante ça ressemble un peu à la séquence de la dynamique américaine. Ça ressemble à la séquence sur le luxe. On dirait du LVMH finalement, on dirait du Hermès. Alors un peu moins, Hermès c'est plus consolidant, mais dans le sens où le rebond de réouverture Chine a été massivement joué. Ensuite, on a aussi un peu occulté dans cette période-là, 2023, début 2023, de la partie taux élevé qui allait commencer à créer un peu ce sentiment, parce qu'il y a l'alternative, on commence à l'avoir un petit peu arrivé, on voit que le Nasdaq est un peu plus latéral depuis quelques temps. L'idée, c'est de dire que Apple, alors là pour le coup, c'est moins précis que les 2 analyses précédentes. Si vous voulez, le risque, c'est qu'on se dise, bon, Apple qui a déjà corrigé de ça, on est revenu sur les anciens sommets, donc on a ce qu'on appelle un pullback, c'est bon, c'est réalisé, et on part. C'est quand ça paraît trop évident et trop propre, que c'est là que le marché peut aller chercher la petite louche en dessous, peut-être de 5-10%, ce qui ne ferait pas forcément revenir sur l'oblique en dessous. Mais disons que j'ai toujours je pense qu'il y a un petit risque, toujours d'aller chercher un tout petit peu plus bas, et le Nasdaq d'aller chercher un peu plus bas. Mais en revanche, je pense que on est dans la dernière dernière vague baissière plutôt. Le VIX, on en parlait, qui est à 18. Peut-être qu'on aura un petit spike au-delà de 20 dans les jours qui viennent, mais je pense à la dernière séquence peut-être un peu de capitulation, peut-être que le CAC, le DAX vont aller chercher un peu sur leur consolidation avant de la réintégrer. Donc voilà, pour moi, si on doit jouer baissier, c'est vraiment des stops très très serrés actuellement, mais plutôt à commencer à penser à une phase un peu plus consolidante désormais, une belle vague haussière qui a été pas mal corrigée. Si ça corrige un peu plus, pourquoi pas dans le contexte de taux élevés, mais je pense par contre que l'oblique violette, si toutefois on est dessus, ce serait une super zone d'achat plutôt que l'inverse. Donc on peut s'ennuyer un peu entre la zone rouge et la zone violette pendant quelques temps, mais plutôt une zone de consolidation. Merci beaucoup Alexandre. Merci pour cet éclairage technique hebdomadaire avec les équipes d'IG. Alexandre Baradez, chef analyste chez IG, qui est avec nous pour ce plan de trading de début de semaine dans Smart Bourse.